Michel. Oui. Je suis très content que tu sois venu chez nous. Eh bien, c'est un plaisir pour moi aussi. Voilà. Hein, oui. Oui. Le verbe, le mot, tu l'as découvert quand dans ta jeunesse, dans ta prime enfance? Je crois que j'étais très vite sensible, en tout cas, à tout ce qui était maniement de la langue, grammaire aussi au sens large. Je crois dès l'école primaire, j'étais attiré par ce genre de matière. Et puis, j'ai eu la chance, comme beaucoup d'entre nous, hein, d'avoir de très bons enseignants, de très bons professeurs. Et parmi les meilleurs, il y avait souvent ceux à qui la grammaire était proposée. Donc, ça a été constant chez moi. Et je me rappelle même que ma première élocution, comme on dit en Belgique, j'avais faite sur l'indo-européen. C'était en quatrième latine, je pense. J'avais trouvé un article intéressant là-dessus. Et je ne sais pas pourquoi, je m'étais passionné pour cette question-là. Donc le destin vociférait déjà ses intentions. Et donc c'est l'influence de l'enseignant. Ah oui, je crois chez moi. En même temps, il y a toujours une influence familiale. Mon père était aussi très attentif à la manière de s'exprimer. Il était très soucieux de l'exactitude du mot, par exemple. D'accord. Oui. Il y avait déjà des livres à la maison? Oui, bibliothèque? il y avait des livres à la maison, bien sûr. Mais j'ai surtout lu des livres en dehors de ceux de la maison. Donc c'est encore l'époque où il y avait ces fameuses bibliothèques communales ou paroissiales. Ça dépendait un peu les moments ou les lieux. Et bon, je me souviens encore, tous les dimanches, j'allais chercher des livres à la bibliothèque. Oui. Donc c'était un amusement déjà, quoi. Ah oui, puis la lecture me passionnait déjà. J'ai lu énormément. Et c'est au fond le seul très léger regret que je pourrais avoir aujourd'hui, c'est que j'ai trop peu de temps pour lire en dehors de mon domaine professionnel. Et j'espère rapidement retrouver du temps libéré pour de la littérature qui n'a rien à voir avec la linguistique. Oui, c'est comme l'ingénieur, c'est comme le médecin, il est tellement pris par la littérature professionnelle que c'est pas évident. Avec l'avantage que pour un linguiste, toute littérature le ramène quand même à la linguistique un jour ou l'autre. Oui, d'accord. Oui. Parce que je trouve que c'est important de voir la gymnastique que font les écrivains contemporains justement avec les mots. Oui, bien sûr. Au fond, ce sont, comme pour d'autres phénomènes de société, hein, ce sont de bons indicateurs, hein, souvent. Donc, effectivement, les lire et les lire pour d'autres raisons que simplement le suspense ou une belle formule, etc., ça vaut vraiment la peine. Cela dit, je suis un bon lecteur, je suis bon public en général, et donc j'aime les livres qui me racontent des histoires. Tu soulignes dans un livre lorsque... Jamais. Jamais. Jamais, parce que j'aime que le livre puisse passer à quelqu'un d'autre sans qu'il n'y ait de traces. D'accord. Donc tu ne veux pas communiquer ou partager cette émotion du mot que tu as découvert ou de la phrase? Pas de cette manière-là. Pas de cette manière-là, donc je ferai éventuellement un commentaire ou j'écrirai un commentaire, mais pas dans le livre lui-même. Ça, c'était aussi, à mon avis, une question d'éducation. Le livre est un objet qu'on doit respecter, qui n'est pas... On avait le sens d'une certaine rareté du beau livre à l'époque, et ça m'a suivi, je dois dire, jusqu'à présent. Donc même si je sais que j'ai en main un livre qui a été tiré à 10 000 exemplaires, il garde pour moi, ce livre papier, il garde pour moi une valeur particulière. Valeur que j'avais de plus tôt, mais que j'ai perdue. Pourquoi? Parce que lorsque je faisais des chroniques, je trouvais qu'il y avait quand même des phrases qui tenaient à devoir figurer dans la chronique en question. Donc j'ai une mine grasse qui me permet qui s'efface rapidement, mais je trouve que c'est très important. Pourquoi? Parce que le livre est là, quelqu'un vient, on en reparle, je retrouve plus facilement aussi cet endroit pour mieux partager un petit peu cette émotion qu'on a connue. Je comprends. En même temps, il ne m'arrive pas de relire de livres. Donc, pour moi, une lecture où je reverrai une série de commentaires que j'aurais pu faire ou bien de passages soulignés, je ne suis pas sûr que ça me plairait. Je préfère à la limite les relire avec un regard neuf. Ah, d'accord. Mais les livres que l'on relit sont rares. Lire, c'est bien, mais écrire, c'est venu quand? Eh bien, très tôt aussi. Donc, je suis vraiment quelqu'un de tout à fait ordinaire, donc j'adorais les rédactions. Ah oui, non, c'est pas ordinaire. Ça commence par là, malgré tout. Et puis alors, ça a été soutenu par des exercices un peu périphériques. Donc j'étais dans un internat, et donc il y avait une sorte d'obligation tacite, mais enfin, ça s'exerçait quand même. Il fallait écrire à la famille.
Et alors, écrire à la famille, ça ne consistait pas simplement à envoyer quelques phrases, il fallait faire en sorte qu'on travaille son style, qu'on parle de ce qu'on vivait, etc. Et je me rappelle m'être beaucoup appliqué dans ce genre de correspondance. Et puis, avec le temps, je me souviens aussi avoir, à un moment donné, essayé de faire des romans qui ne sont jamais sortis, bien entendu, jusqu'au moment où je suis entré en romane à Louvain. Et là, pour la première fois, évidemment, j'étais obligé d'écrire de manière un peu plus académique, plus scientifique, on va le dire comme ça. Et ça m'a passionné. Dès le début, je me souviens, l'écriture de mon mémoire, par exemple, évidemment, le sujet me plaisait beaucoup, mais l'écriture de mon mémoire a été un vrai plaisir pour moi. Et depuis lors, j'ai gardé cela. Donc, écrire un article, dans la plupart des cas, en tout cas, pour moi, c'est pas quelque chose de dur, etc. C'est quelque chose d'ardu, oui. Mais ce n'est pas quelque chose qui m'est pénible. Je dois, comme tout le monde, revoir, relire 100 fois. Malgré tout, je me relance dans l'exercice avec toujours enthousiasme. C'est comme le musicien qui a l'oreille, évidemment. Il y a une forme d'oreille, oui, ou de main, de souris. Je trouve que quand on écrit, c'est très important d'avoir, je veux dire, la musique des mots. Tout à fait. Et je suis d'autant plus d'accord que, je vois par exemple pour les billets que je fais chaque semaine dans le soir, je les lis toujours à haute voix. Et jamais je ne laisse passer le moindre bout de texte qui heurterait mon oreille. Maintenant, je suis bien placé pour savoir qu'entre écrire et parler, il y a une fameuse différence, mais je trouve qu'une lecture aisée passe aussi par une énonciation orale aisée. Moi, j'avais, quand je vivais à Knock, l'occasion de connaître l'un ou l'autre poète aussi, qui le matin, lorsqu'on faisait notre promenade, gueulait littéralement au bord de la plage. Au bord de l'eau, nous étions là, on se promenait, moi mon chien, lui son carnet, et il déclamait. Encore une fois, c'est cette façon de pouvoir s'exprimer. Il me dit, j'entends mes mots. Et là, c'est important. Et alors, il y avait des mots qui changeaient justement parce qu'il y avait une sonorité ou quelque chose qui ne fonctionnait pas. Oui, ça, c'est très bien. Je dirais, en paraphrasant un peu cet exemple-là, je tente de faire entendre mes mots. Voilà. Alors, nous arrivons maintenant à ce travail scientifique qui se fait d'année en année. Et puis, je ne vais pas déclamer, ni réciter, ni décrire tout ce que tu as écrit, mais je te découvre il y a quelques années d'ici via les éditions Racine. Et là, je dois dire, j'ai été très surpris de faire ta connaissance. J'ai été très curieux aussi de voir le regard qu'avaient les autres écrivains sur ce que tu faisais. Et là, j'ai été sidéré. J'ai été sidéré parce que ces gens ne connaissent pas. Ces gens connaissent le dictionnaire de la langue française et encore. Mais je suis, je vais dire, très surpris de voir que des écrivains francophones belges n'usent pas de la beauté des mots qui se trouvent répertoriés chez toi. Comment se fait-il qu'il y a ce déni? Alors, il y a sans doute énormément de raisons, enfin certaines très individuelles, d'autres plus collectives. Je crois que chez un certain nombre d'écrivains, pas tous, mais il y a certainement, pour reprendre le mot, un déni vis-à-vis, au fond, de ce pays qui leur pèse parfois très lourd en termes de choix de maisons d'édition, en termes de refus aussi dans les maisons d'édition. Et il y a certainement aussi l'influence de toute une mentalité d'insécurité linguistique dont ils ont été sans doute alimentés à un moment donné. Donc je soupçonne qu'un certain nombre d'entre eux ne veulent pas voir cette réalité-là, parce que c'est évidemment une réalité. Et il y a autre chose aussi, je constate qu'en général, les personnes qui font des romans sont dans, je parle de romans, on pourrait parler de poésie aussi, mais mettons roman pour faire court, je pense qu'ils sont sans doute très à l'aise et très au courant de ce qui se fait dans le monde de la fiction, mais s'intéressent très très peu à un domaine qui est juste connexe, mais qui n'est pas de la fiction, et qui est celui, par exemple, des études sur la langue. Et je crois que ça touche à un autre aspect des choses. Je m'en souviens, disons, du temps où j'enseignais en romane à Louvain. Les étudiants venaient faire les romanes en majeure partie parce qu'ils voulaient faire de la littérature. Ou par amour du français, mais en réalité c'était l'amour de la littérature. Et ils avaient très peu d'intérêt, et donc très peu d'appétit, pour tout ce qui pouvait être plus linguistique. Et je crois que ça perdure au travers du temps.
l'inverse n'étant pas vrai. Lorsqu'on rencontre des linguistes, ils sont rares les linguistes qui ne sont pas intéressés par de la littérature, parce que justement c'est un champ intéressant aussi à explorer. Donc voilà, il y a sans doute plusieurs raisons, et en même temps, voilà, il ne faut quand même pas non plus se payer de mots. Je crois que tout ce qui est linguistique, en général, a peu d'écho, en tout cas médiatique par exemple. Donc il y a peu aussi de campagnes vers le plus grand public, sauf malheureusement ce qui a pu être des aspects les moins intéressants, c'est-à-dire des quinzaines du bois-langage ou des chasses au belgicisme, mais finalement on renoue avec par exemple le dictionnaire des belgicismes, on renoue enfin avec une tradition grand public, mais jusque-là c'était plutôt le déni qui l'emportait. Souviens-toi, lorsque nous étions jeunes, il y avait des Charlebois qui venaient et d'autres. Oui. Donc ils venaient avec leur parler à eux. Exact. Tout le monde applaudissait. Exact. Mais c'était un Québécois. Oui. Et donc c'est aussi très intéressant et sans doute très, très belge. C'est le déni d'ici, alors qu'on retrouve ici des choses que l'on trouve ailleurs aussi de la même manière. Mais voilà, c'est aussi cette forme d'incapacité, au fond, à se reconnaître tel qu'on est, y compris avec ses qualités. Parce que nous parlions de la musique des mots, dans les mots que tu as répertoriés dans tes différents ouvrages. Il y a une musicalité extraordinaire, parce qu'on touche, je vais m'exprimer, vraiment l'essence du sens du mot. Oui, et parce qu'on, sans doute, je crois qu'on parle juste, je veux dire par là qu'on n'essaye pas en permanence, en tout cas, de faire des effets de manche ou autre chose. Et c'est aussi sans doute ça qui fait que les ressources qui nous viennent de ces mots d'ici, on va l'appeler comme ça, comme il y a des mots d'ici ailleurs, eh bien, font que ce français est un français à la fois savoureux et très vivant. Alors l'idée va venir quand de commencer de créer ce dictionnaire? Il est venu très très tôt dans ma carrière, au moment où j'ai créé le centre de recherche Valibel, donc c'était à la fin des années 80. Là, il fallait, donc on était dans une époque, et à un moment aussi de ma carrière, il fallait développer des projets nouveaux, et j'étais frappé de ce que, à la fois le français oral en général, en linguistique, et le français oral hors de France, on va dire comme ça, suscitait peu d'intérêt, peu d'études, etc. Et donc le centre que j'ai créé à l'époque était dédié à la variation du français, en particulier à l'oral, et plus spécifiquement en Belgique. Et donc, à ce moment-là, il devenait tout à fait naturel que, d'une part, on enregistre énormément, on a beaucoup de témoignages oraux depuis cette époque-là, et il était naturel qu'un des aspects les plus évidents de cette variation du français, les mots, comme la prononciation, il y a les mots et la prononciation. Donc voilà, ça devait à un moment donné proposer en tout cas des ouvrages comme ce dictionnaire des belgicismes. Qui avait déjà été collecté par M. Lebouc. Oui, et bien d'autres encore. Donc là, on n'inaugurait pas une tradition, loin de là. Ce que nous avons, je crois, vraiment inauguré, c'est un dictionnaire qui est véritablement construit par des professionnels de la lexicographie. Et avec, disons, des caractéristiques que ce dictionnaire est le seul à proposer, même dans l'ensemble de la francophonie, notamment des enquêtes de terrain pour tous les mots qui figurent dans ce dictionnaire au fur et à mesure des éditions. Ça, c'est un luxe d'une part, il fallait avoir une équipe de recherche voilà, pour se permettre ça. Et pour le moment, tu es entouré de 4 personnes. Il y a donc, ce sont des co-autrices, donc elles sont 3. Et tu es le quatrième. Oui, je suis le quatrième personnage. La quatrième roue du carrosse. Oui. Mais à un moment donné, l'équipe était plus large que cela, donc nous avons eu toute une série de projets de recherche qui nous ont permis d'avancer. Oui, ce qui m'a encore surpris de la part d'un de ces poètes, auteurs, lorsque l'ouvrage est sorti, mais qu'est-ce qu'il peut encore nous expliquer d'autre que dans le premier? C'est ça. Donc tu vois, ça c'est ce manque de curiosité déjà dans le premier ouvrage, qui, je vais dire, ne pouvait qu'augurer qu'il y avait une suite qui allait se présenter quelque temps après. Parce qu'encore une fois, si on suit les travaux, dont tu as dit, les enquêtes qui ont été menées, tu es parti à la chasse des mots pour ne pas les oublier. Oui. Ça a été une épopée, ça. Oui, ça n'a pas été très, très compliqué.
ce qui est une épopée, c'est le temps que ça a duré, hein, Oui. une dizaine d'années de travail, bien entendu, avec beaucoup de découvertes et de plaisir. Hein. Donc franchement, à nouveau, ce sont de très belles années, comme toutes les autres. Et la mise en œuvre alors, de tout ce matériau, ben, c'était une forme de récompense aussi. Alors une récompense double. Il y a évidemment la récompense des auteurs, des co-auteurs qui voient le fruit du travail aboutir. Mais je prends toujours, en tout cas mes ouvrages, comme étant une façon, je l'ai dit ailleurs, de rendre la parole aux personnes qui me l'ont confiée à un moment donné. Donc si je fais une enquête sur des sujets linguistiques, là où les personnes me donnent un témoignage, donc elles me confient une partie de leurs paroles, et je leur rends après dans un contexte très différent de celui de la production, un contexte de dictionnaire, de résultats d'enquête, etc. Mais je me sens redevable à ces personnes sans lesquelles ces ouvrages ne se feraient pas. Ou en tout cas ne seraient pas de cette manière-là. Donc je suis très, très sensible à cet échange dans tous les sens. Et pour revenir un instant en arrière, la personne qui se dit mais qu'est-ce qu'on peut encore bien dire de nouveau par rapport à une première édition, ça signifie que cette personne, au fond, ne sait pas trop ce qu'est la dynamique d'un dictionnaire, sauf si c'est un dictionnaire du latin. Mais si c'est le dictionnaire d'une langue vivante, la question serait mais a-t-on besoin d'attendre 20 ans pour dire encore des choses nouvelles? Mais on connaît bien ces personnes qui achètent un jour un Robert en 2010 et qui 10 ans après n'ont pas changé et disent mais le mot n'est pas au dictionnaire. Non, bien sûr, enfin, il faut être sensible au fait que les dictionnaires sont justement des formes de consignation de ce qui se passe dans la langue, de l'évolution, avec tout ce que ça peut entraîner comme polémique lorsque certains mots ne paraissent pas recevables, peu importe. Mais voilà, c'est ça un dictionnaire. Un dictionnaire n'est pas quelque chose qui embaume la langue, c'est quelque chose qui la conserve, mais de manière dynamique. Et donc ici, la dernière édition, la troisième, ce qui est rarissime, hein, pour ce genre d'ouvrage, une troisième édition, c'est pas mal, eh bien, il y a beaucoup de nouveautés. Il y a beaucoup de nouveautés. Je l'estime à environ 1/5 de la matière, ce qui est énorme. Avant de continuer sur cet ouvrage, je rebondis sur le dictionnaire. Pour moi, c'est une boîte à jouets, le dictionnaire. C'est ce que j'exprimais, c'est ce qu'on nous a expliqué, je veux dire, lorsqu'on faisait des études à l'école normale, à Malone. Et c'est ce que je disais, je cite souvent cette anecdote. J'étais libraire, les grands-parents ont toujours les petits-enfants les plus intelligents qu'on puisse rêver. Et après 2 ou 3 jours, on revenait en me disant « il l'a déjà lu, monsieur ». Donc, on rachetait un nouveau livre. 2 ou 3 jours après, « il l'a déjà lu, monsieur ». Puis je me retrouvais avec l'enfant près du rayon. « Est-ce que tu as joué avec ton livre ?»« Joué, monsieur ?» Je dis « oui ». Alors j'ouvrais l'ouvrage qu'il avait acheté et je disais ce mot-là. Tu penses que bon papa ou bonne maman savent ce que ça veut dire? Alors, je ne sais pas, il me dit comme ça. Quand tu rentres, reprends ton livre et demande-le. Vous pouvez être sûr que 2 ou 3 jours après, quand tes parents revenaient en disant mais qu'est-ce que vous avez inventé là? Ils n'arrêtent plus de me demander bon papa, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Donc plutôt que surfer sur les images et oublier le texte, il commença à s'intéresser aux mots. Alors le truc qu'on avait à l'école normale, c'est ces petits carnets avec tout l'ABCD, toutes les lettres sur le côté, et le professeur nous disait, messieurs, si vous ne connaissez pas, vous ouvrez le carnet, vous allez dans le dictionnaire, vous recopiez le mot. Mais dit-il, avant de fermer le dictionnaire, recopiez aussi le mot du haut et le mot du bas. Vous découvrez 3 mots. Et je disais ça aux gosses. Alors je dis, ce sera tout simple, je dis. Quand madame ou monsieur, le professeur à la rentrée, va te demander une rédaction, tu n'auras plus qu'à secouer le petit carnet que tu as constitué pendant les vacances. Et tous les mots vont tomber. C'est l'emploi du mot juste. Plutôt que de chercher des phrases compliquées, il connaît maintenant le mot exact. Donc c'est ça jouer avec un dictionnaire aussi. Exactement, oui. C'est vrai. Et ces poètes ou ces écrivains qui font des phrases plates, c'est parce qu'ils n'ont pas utilisé le mot juste, justement. Qui est, je vais dire, énergie d'émotion. Ça, c'est ce que je le vois. Je vois pas. Alors, bon, je reviens à l'ouvrage en question. C'est vrai que j'ai vu apparaître sur Facebook, parfois, un enquêteur qui se pointait, des questions, et dans votre région. Et tu posais une question très pertinente. Et tu avais alors différentes
Et la question que je me suis posée aussi, quand est-ce que le belgicisme naît sans être un mot wallon qui refait surface? Quand est-ce qu'à un moment donné, parce que c'est vrai, tu as écrit sur le picard, tu as écrit sur d'autres langues, mais quand est-ce que tu vas dire, tiens, ça c'est vraiment un belgicisme? Il faut plusieurs conditions. Hein. Donc, la première condition, c'est que ce mot, ou ces mots, apparaissent dans un contexte où on parle français. Donc un mot peut être d'origine picarde ou d'origine flamande, peu importe, mais il faut qu'à ce moment-là, il ait droit de citer dans un énoncé en français. Quand je dis « je vais partir d'ici en Stumelings », il n'y a pas de problème, je parle français. Et donc Stumeling ou Stumelings est intégré dans ce discours et devient catalogué français de Belgique dans ce cas-là. Si je dis arrête de manger des chinis, tu n'auras plus d'appétit après ça. Chinis, je sais que c'est un mot wallon, je sais qu'il est employé en wallon avec un autre sens d'ailleurs. Ici, pour désigner des crasses, des chips, hein, comme ça. Le brol, quoi, ça aussi. Ah, c'est encore autre chose. Manger des chinis, c'est vraiment manger des chips à l'apéritif. Hein, et quand j'étais jeune, quel chinis ici? Ah oui, alors à ce moment-là, c'est le brol, effectivement. Voilà. Et ça, c'est le sens. Alors, c'est le sens initial en wallon, en fait. Donc, à partir du moment où il quitte la sphère wallonne et il est intégré dans un discours français, il peut soit garder le même sens, ça peut arriver, soit en prendre un nouveau. Ce qui est le cas avec les chinis qu'on mange avant le repas. Oui, donc ça, c'est une première condition, donc être intégré dans un discours français. La deuxième condition est aussi qu'il ait, pour entrer en tout cas dans le dictionnaire des belgicismes, une certaine assise, donc une certaine diffusion, une certaine vitalité. Et ça, ce sont nos enquêtes qui déterminent les seuils à partir desquels un mot entre ou n'entre pas. Alors, le choix du seuil est arbitraire, il faut être très clair là-dessus. Mais en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que pour tous les mots qui sont dans ce dictionnaire, quand nous avons fait nos enquêtes, nous avons au moins constaté que, tant pour Bruxelles que pour la Wallonie, en général, il y avait une moitié des personnes que nous avons interrogées qui connaissaient le mot. Ça, c'était une des balises que nous avions données. Par contre, quand j'intègre un mot dans le petit Robert, donc un mot qui vient du dictionnaire, ou quelque chose comme ça. Oui, des mots comme carabistouille ou brol, j'ai introduit brol aussi. À ce moment-là, je monte le curseur, et là, il faut vraiment que le mot soit connu par 80%. C'est parce qu'il est au-delà de la frontière du pays, qu'il se trouve, je veux dire, dans le nord de la France déjà. Carabistouille? Oui, oui, c'est clair. Mais donc, je ne l'avais pas introduit parce qu'il se trouvait dans le nord du pays, mais parce que je trouvais que ça valait vraiment la peine. Donc, il a été effectivement introduit à double titre, à la fois comme belgicisme et comme régionalisme du nord de la France. D'accord, oui. Ça figure toujours bien au dictionnaire. Région ou belgicisme. Oui, c'est ça, exactement. Mais pour brol, par exemple, là, comme c'est uniquement la Belgique, le petit Robert l'intègre en mettant simplement la marque Belgique. Bon, quand tu es dans cette enquête-là, tu vas recevoir 1000 propositions. Pas 1000, mais donc... 2000 alors. Oui. Je pense qu'il y a eu beaucoup de réactions. Il y a eu énormément de réactions. Et donc, par parenthèse, la première édition nous a coûté 10 années de travail. Je suis sûr ici qu'avec les questions que je posais sur Facebook ou sur Twitter, je faisais en une semaine le travail que j'aurais fait en un mois auparavant. Et avec une fiabilité qui est due au fait que, bien entendu, on touche plus de personnes. Donc, de tranches d'âge différents. Ah, mais ça, c'était de toute façon déjà dans la première enquête. Donc, dès la première enquête, il y avait un échantillonnage par tranche d'âge, aussi par région, bien entendu, et même par profil, disons, d'études, on va le dire comme ça. Donc ça, c'était bien stratifié du point de vue de l'échantillonnage. Ici, effectivement, on arrive à moins de finesse, mais la quantité de réponses fait quand même qu'au total, il y a donc sans doute des dimensions qui s'annulent quelque peu, mais au total, on a des résultats extrêmement fiables. L'oreille du jeune est-elle, je vais dire, attentive à ces mots précieux? Ça dépend. Ça dépend des jeunes. Il y a des jeunes qui ne sont pas du tout attentifs à cela, mais qui les utilisent tout simplement, parce que c'est toujours les mots qu'ils ont entendus. D'autres, oui, je crois, s'amusent avec ces mots. Il est vrai que, notamment à cause de leur phonétique expressive, il y a toute une série de belgicismes que les gens apprécient parce que, disent-ils, ils expriment une réalité que je n'exprimerai pas dans une autre variété de français. C'est vrai qu'entre baliverne et carabistouille, on peut imaginer que carabistouille soit plus plaisant à l'oreille de certains, et surtout
aux oreilles, évidemment, de ceux qui l'utilisent en priorité, ça c'est sûr. Mais je reviens encore parce que je viens utiliser le mot précieux. Oui. Je reviens encore à un autre, ce que je disais. Pourquoi l'écrivain ne se sert pas de ces perles-là? Certains s'en inspirent, hein, bien entendu, mais donc franchement, je crois que il faut se référer à une époque qui n'est quand même pas si lointaine, où des éditeurs français, par exemple, refusaient certains belgicismes dans les romans d'auteurs belges, et donc obligeaient l'auteur à lui-même faire une correction. Quand je dis les éditeurs, c'était parfois les correcteurs délégués par l'éditeur français, bien entendu. On ne manque pas de témoignages là-dessus, bien entendu. Mais je crois qu'aujourd'hui, d'une part, de plus en plus d'auteurs belges sont quand même conscients qu'ils utilisent certains belgicismes, pas tous, loin de là. D'ailleurs, on n'est pas conscient en général des belgicismes qu'on utilise, on peut y revenir. Donc ils sont quand même conscients de certains, ils y tiennent, et donc à ce moment-là, ils tiennent tête aussi à l'éditeur en disant non. Donc on peut négocier. Ah, je crois qu'ils y négocient de plus en plus. Oui. On peut négocier. Oui. D'où la subtilité, évidemment, d'appuyer les arguments par un outil tel que il faut toujours se faire appuyer par des arguments scientifiques. Oui, d'accord. Alors, changement de format, évidemment, du fait de changement de couverture. Oui. Parce qu'avant, c'était tout à fait différent. Maintenant, il y a quelque chose qui est percutant au niveau de l'objet, parce que c'est un bel objet. C'est un bel objet, et ça, il faut dire merci aux éditions de Book qui ont fait un remarquable travail de ce point de vue-là. Je crois que l'idée était de se dire, voilà, c'est la 3e édition, c'est le moment quand même de marquer le coup. Et comme la matière était particulièrement abondante dans la refonte, oui, pourquoi pas traduire ça aussi de manière formelle, en tout cas par de plus grandes dimensions et par, on peut dire, un extérieur plus classe, quoi. Voilà. Le bon à tirer est signé, tout est d'accord, c'est parti. Oui. Bon sang de bonsoir, il y a encore quelque chose qui arrive. Oui. Donc tu as encore des réserves alors? Non seulement il y a toute une série de réserves, donc il y a non seulement des réserves, il reste encore des coquilles, je vais le dire comme ça, et donc c'est très bien qu'on me les signale, mais bien entendu je crois que j'ai déjà une nouvelle page, parce que au fond on parlait de chasse tout à l'heure, c'est une recherche sans fin. Je veux dire, la plupart des mots, bien sûr, qui sont des belgicismes, nous les avons repérés, ça je crois. Mais il y en a toujours que l'un ou l'autre d'entre nous a ignoré jusqu'à présent. Je vais me prendre moi-même comme exemple. J'ai introduit donc méritoirement dans cette édition. Eh bien, j'avoue que c'est très récemment qu'un collègue français m'a fait remarquer que méritoirement ne se disait pas en français de France. Alors, pour être très précis, il ne se dit plus. Donc il était dans le français général encore au XXe siècle. Mais aujourd'hui, c'est complètement désuet pour le français de France. Donc je l'ai intégré. Mais j'étais complètement ignorant du fait qu'en France, j'aurais dû sans doute, dans un certain nombre de situations, expliquer mon méritoirement. Oui, alors ça fait des joutes extraordinaires, ça. Oh, des joutes, oui, en tout cas des découvertes, ça certainement, oui. Alors il y a aussi, inévitablement, et donc ce ne sera sans doute pas moi qui m'en occuperai, mais s'il y a une édition ultérieure, il faudra continuer, comme pour celle-ci, de tenir compte tout à fait des innovations. Donc je cite un exemple archi connu. On avait le mot tirette, tirette pour la fermeture éclair. À partir du moment où on a besoin d'une dénomination pour expliquer les voitures qui doivent céder le passage, etc., on prend le principe de la tirette. Donc c'est nouveau, c'est tout beau, je trouve. C'est très parlant. C'est très subtil. Ah, oui. Les gens comprennent très très bien ce mécanisme, et quand il faut l'expliquer avec d'autres mots, c'est assez compliqué. Voilà. Donc ça évolue, donc d'autres mots rentrent régulièrement, et à chaque fois, ce sont des innovations. Et c'est l'occasion de rappeler ceci. Quand on parle de belgicisme, on pense à l'influence du flamand, on pense du néerlandais, du wallon, du picard, mais la plupart des belgicismes sont en réalité des créations qui ne doivent rien aux langues en contact. Tirette, principe de la tirette, agent constatateur, GSM, tout ça n'a rien à voir avec les langues en contact. Par contre, l'autre jour, il y avait une publicité, et on voyait 2 petits enfants comme ça, avec un sourire éclatant, et je dis, oh, 2 petits chaurdés. Ah oui. Alors, ce mot m'est revenu spontanément, je dis, tiens, est-ce que Michel Francard en parle? Je n'en parle pas.
mais je le connais, hein, donc Oui. je le connais venant du wallon pour moi. Ça vient donc à ce moment-là, c'est pas encore un belgicide. C'est-à-dire Ou il reste wallon. je n'ai pas fait les enquêtes, mais Mhm. j'ai quand même suffisamment de feeling pour ça. Je suis sûr que si on interroge, disons, nos informateurs habituels de Bruxelles et de Wallonie, il n'y a pas 50% de ces personnes qui comprendront, Voilà. qui comprendront le mot chaudé, qui en plus n'est pas présenté sous une forme uniforme. Mhm. Donc voilà, chaudé, chez moi ce serait chardé. Ah, voilà. D'accord, ce serait chardé. Tandis que si je prends le mot Ducasse, par exemple, Mhm. Kermesse, Ducasse. Oui. Kermesse, Ducasse, Kermesse stabilisé, Mhm. et Ducasse, qui vient du Picard, Mhm. c'est en réalité stabilisé quand il est passé dans le français régional. D'accord. Il existe d'autres formes que Ducasse, il y a des dicos, des dicasses, etc. D'accord. Mais c'est la forme Ducasse qui Ducasse. a été reconnue, grâce bien sûr à la Ducasse de Mons, date. Oui, à Charleroi, il y avait à Jumet, il y avait la Ducasse La du Beau. Ducasse, ah, voilà. La Ducasse du Bois. Du bois, exactement. Oui, mais ça, ce sont des mots. Mais donc, quand on redécouvre ces mots-là, Oui. donc il y a une enquête qui peut se mettre en route, évidemment. Bien sûr, s'il y a une découverte comme celle-là, Mhm. on peut la faire. Hein, oui, oui. Oui, c'est ce qui est arrivé, donc, je me souviens, c'était à partir d'un article du soir, donc la journaliste parlait des binoches à Bruxelles. Je connaissais le mot, mais je ne le pratique pas du tout. Et je me dis, tiens, c'est curieux, binoche, pourquoi est-ce qu'elle l'a utilisé alors que pour moi c'était vraiment un mot complètement disparu de l'usage. Et j'ai donc surveillé le courrier des lecteurs de cet article du soir, me disant, il va y avoir tout de suite quelqu'un, je connais les lecteurs du soir, Mhm. quelqu'un qui va réagir en disant, mais qu'est-ce que c'est? Pas de remarque sur ce point-là. Je me suis dit, tiens, peut-être qu'au fond, il est quand même encore plus connu que je ne le pensais. D'où à ce moment-là, enquête sur Twitter, sur Facebook, des centaines et des centaines de réponses. Il était évident que le mot était vieillissant, ça c'est vrai, mais il est resté mieux connu, en tout cas à Bruxelles et dans les environs, disons, dans le Brabant wallon. Donc ça veut dire qu'il y a une attention de tous les jours qui doit se manifester, justement, pour ferrer Ah oui, ce genre de choses. Ça c'est mon métier. Ça, c'est son métier. Oui, ça. c'est une partie en tout cas de mon métier. Et alors je suis bien aidé par toute une série de personnes. Il y a autour de moi une communauté qui s'est créée donc, via les réseaux sociaux, de gens qui me disent, tiens, vous avez lu ceci, j'ai repéré ça. Bon, ça nourrit une bonne partie de mes chroniques du soir, mais ça nourrit aussi des ouvrages comme celui-ci. Ah oui, je me suis amusé parce qu'en regardant le fil de nos conversations, Oui. il y a quelques mois d'ici, lorsqu'on a enterré le duc d'Édimbourg, Mhm. on a inhumé dans un... Ah oui, Je trouvais ça, je ne sais, mais quand j'ai lu, je me dis, mais inhumé, c'est en terre. mhm. Ouais. Donc alors on a joué, Oui. sur... je ne sais plus ce que tu m'avais répondu à l'époque, mais c'était très amusant. J'ai sans doute parlé de métaphores. Voilà. Quels sont tes projets? Ah, les projets. Alors il y a des projets très immédiats et d'autres plus lointains. Le projet le plus immédiat que je voudrais vraiment faire aboutir, parce que ça fait longtemps qu'il est en cours, mais c'est difficile, et tu vas comprendre pourquoi. Donc je suis occupé avec des collègues libanaises de faire un dictionnaire des libanismes. Donc le français au Liban. Ce serait la première fois que ce serait proposé au public, et donc ce serait aussi là, un dictionnaire de professionnels. Alors, ces collègues libanaises me fournissent la matière, parce que je ne suis pas compétent notamment en arabe malheureusement, et donc j'essaye en dialogue avec elles de donner à cela une forme, disons, de dictionnaire professionnel. Donc ça j'aimerais bien le faire aboutir, parce que c'est important quand même que dans un pays comme celui-là, qui était un des pays les plus francophiles que je connaisse, mais qui se délite aujourd'hui, hein, on le sait, bah, ce serait important, je trouve, de souligner cet héritage important. Alors il y a un autre projet, j'espère que j'aurai le temps de le faire encore, ce serait de faire une publication avec quelqu'un de l'autre côté de la frontière linguistique sur les évolutions respectives, donc de chaque côté, des langues. Il y a beaucoup plus de parallélisme qu'on le soupçonne en général, donc entre le destin notamment des langues régionales romanes et des langues régionales germaniques au nord du pays. Il y a aussi beaucoup plus de convergence qu'on le soupçonne dans l'évolution de la langue dominante, que ce soit le néerlandais dit standard ou le français dit standard chez nous. Et je crois que ce serait intéressant d'éclairer certains lecteurs sur des aspects comme cela. Donc, un livre sur l'évolution des langues en Belgique, enfin en tout cas dans ce qui concerne la Belgique depuis son indépendance.
France. Quoi. Parce que tu parlais du Liban aussi, hein, concernant ça, mais je pense que dans les pays de l'Afrique, il y a aussi des richesses à découvrir. Il y a énormément de richesses à découvrir, et sans doute même plus en Afrique qu'au Liban, parce que le français au Liban, il faut quand même s'en rendre compte, c'est un français qui a été longtemps parlé par les élites maronites notamment, et qui a eu un peu tendance à se scléroser. Hein. Donc la capacité d'innovation, par exemple, est assez limitée, d'après en tout cas les données dont je dispose pour le moment. Tandis qu'en Afrique, on a effectivement vraiment des innovations permanentes, à un point tel que le français les Français d'Afrique, parce qu'il y en a évidemment plusieurs, peuvent poser des problèmes de compréhension. Parce qu'il y a le français des îles aussi, qui est succulent. Oui, tout à fait. C'est un peu la même dynamique, hein, on peut le dire. Michel, je suis très content que tu es venu me parler de tous ces projets. Près d'un certain îlot. Près d'un îlot, voilà. Très bien, merci beaucoup. Voilà, ben, il reste maintenant à les feuilleter, mot après mot, à les assimiler et à les replacer au bon moment. Exactement, et donc on n'en prend pas qu'un, on prend celui avant et celui après. Voilà, tout à fait. D'accord. Merci beaucoup. Merci. Et bon après-midi à toi. Merci également.